bienvenue en direct sur le plateau de Crime et Faits divers, la quotidienne. N'oubliez pas qu'on se retrouve exceptionnellement ce soir à partir de 21h en direct sur Énergie 12 avec de très nombreux témoignages pour une émission exceptionnelle en direct à l'occasion de la 100e de cette quotidienne. Mais d'ici là, comme chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. Violée et prostituée par son grand-père durant plus de 3 ans alors qu'elle n'était qu'une petite fille, Muriel a vécu un véritable enfer. De 9 à 11 ans, elle a été victime de viols et de prostitution incestueuse. Sous la menace et n'osant en parler à personne, elle va subir les abus incessants de son grand-père maternel qui la surnomme même sa petite maîtresse. Évoquant de fausses balades dans la forêt ou de fausses séances de cinéma pour s'isoler avec la fillette, Pépé Henri, comme elle l'appelle, n'hésitera pas à prostituer l'enfant dans des chambres d'hôtel sordides. Contre rémunération, il l'offrait en pâture à ses amis pédophiles. Il aura fallu 3 ans à Muriel pour enfin trouver le courage de briser le silence et d'en parler à sa grand-mère paternelle. Elle parviendra ainsi à s'échapper des griffes de son bourreau, mais gardera d'importantes séquelles psychologiques de ses années de souffrance. Pour oublier cette période, Muriel a même changé de prénom et s'appelle aujourd'hui Katia. Elle sera avec nous en direct pour nous raconter son calvaire. Évasion spectaculaire ce matin à Tarascon. Un groupe lourdement armé a attaqué un véhicule de l'administration pénitentiaire pour libérer un détenu qui devait être conduit devant le juge d'instruction. Nous serons sur place. En janvier 2012 à Montbéliard, la ville va basculer dans l'horreur. Maxime, 14 ans, a quitté son domicile en moto dans la nuit noire. Il a indiqué à sa sœur qu'il avait rendez-vous avec l'un de ses amis et il n'est plus jamais rentré. Ses parents, fous d'inquiétude, signalent sa disparition le soir même et se lancent à sa recherche. Ils imaginent alors qu'il ait pu avoir un accident. Mais le lendemain matin, le corps de l'adolescent est retrouvé, carbonisé, à l'entrée d'un chemin forestier. Il a reçu une vingtaine de coups de couteau avant d'être brûlé. L'enquête s'oriente rapidement vers son ami Jérémy avec qui il avait rendez-vous ce soir-là. En effet, le jeune homme de 17 ans a fait d'étranges recherches sur Internet en essayant de trouver des informations sur la façon de commettre le crime parfait. Il a également fait des recherches sur les motos du même type que celle de son ami Maxime. Alors, Jérémy aurait-il tué son ami simplement pour une moto ? Et dans le journal des faits divers de Mathieu Jabot, nous vous parlerons de ce couple d'agriculteurs retrouvé égorgé vendredi à son domicile de Saladour. C'est dans les Hautes-Pyrénées. Et pour analyser avec nous ces histoires, nos experts de Crimes et Faits divers, la quotidienne en direct, sont aujourd'hui Maître Florence Rau, bonjour. Bonjour. Avocate pénaliste pour nous expliquer l'aspect judiciaire, Pascal Neveu, bonjour. Bonjour Marc. Psychanalyste pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Et Charlotte Durand, bonjour. Bonjour. Spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission qui a travaillé sur tous ces dossiers. Cette femme a vécu un véritable enfer pendant une partie de sa vie. Muriel a un parcours de vie qui laisse sans voix. De 9 à 11 ans, Muriel est abusée sexuellement par son grand-père maternel. Le grand-père ira jusqu'à dire que Muriel est sa petite maîtresse et qu'ils allaient vivre quelque chose d'exceptionnel ensemble, mais que cela devait rester leur secret. Pendant 3 ans, il va violer l'enfant en usant de tous les stratagèmes pour se retrouver seul avec elle. Il ira même jusqu'à prostituer sa petite fille avec des hommes de son entourage, également pédophiles. Muriel se retrouve plongée dans un proxénétisme incestueux. Pour la faire taire, son grand-père la menace de tuer les gens qu'elle aime si jamais elle parle. Terrifiée, Muriel se terre dans le silence et ne révèle rien pendant 3 ans. Elle subit ainsi les pires sévices. Elle est non seulement violée par son Pépé Henri, comme elle le surnomme, mais aussi par ses amis qui abusent d'elle comme d'un objet sexuel. Un récit poignant que vous entendrez dans un instant en direct sur ce plateau, mais auparavant retour sur l'histoire de Muriel. Nous sommes à Saint-Ouen, en région parisienne. C'est ici qu'a grandi Muriel. Elle a été confiée à ses grands-parents paternels alors qu'elle n'avait que quelques mois et a été élevée dans un foyer chaleureux et aimant pendant ses 9 premières années. Mais sa mère biologique décide soudainement de la récupérer. Elle a eu un second enfant et souhaite à présent fonder une famille unie. Au sein de cette famille reconstruite, le petit dernier est traité comme un roi. Mais Muriel, elle, souffre de l'absence de ses grands-parents, avec qui elle a grandi.
D'autant plus que son grand-père paternel, son Péli, comme elle l'appelle, est atteint d'un cancer. Il est affaibli et ne peut plus voir Muriel aussi souvent. Et au domicile familial, elle ne peut trouver que de brefs moments de tendresse avec son père. Mais un événement va plonger la jeune fille dans un enfer que personne n'aurait soupçonné. Alors qu'elle n'a que 9 ans, Muriel subit les attouchements et les viols incestueux de Pépé Henry, son grand-père maternel. Un après-midi, pendant une balade, il abusera de sa petite fille encore vierge et ira même jusqu'à l'appeler sa maîtresse. De peur que Muriel ne parle, Pépé Henry la menace de tuer ses grands-parents paternels avec qui elle vivait et à qui elle est si attachée. Pendant 3 ans, il va user de ce moyen de pression sur la fillette pour la faire taire. Et comble de l'horreur, il ira même jusqu'à prostituer sa petite fille en l'offrant à certains de ses amis pédophiles, moyennant rémunération. Pour pouvoir emmener l'enfant sans éveiller les soupçons de sa fille et de son gendre, Pépé Henry prétexte vouloir passer du temps avec sa petite fille. Mais en réalité, il emmène dans des hôtels miteux de la banlieue parisienne. Et sur place, Muriel vit un véritable enfer. Dans cette chambre, ils sont souvent plusieurs. Et à 2 ou à 3, ils abusent de l'enfant pendant plusieurs heures. Elle est brutalement violée à de nombreuses reprises. Ces pédophiles, qui abusent d'elle, iront même jusqu'à uriner sur son corps. Victime et impuissante, Muriel subit ces terribles sévices durant des années. À chaque fois, son grand-père est présent, il participe au viol et encaisse l'argent. Certains clients iront même jusqu'à donner un billet à la jeune fille avec des bonbons. À 11 ans, Muriel trouve le courage d'avouer à ses proches les sévices dont elle est victime. Ses parents l'éloignent alors de ce grand-père bourreau, mais aucune poursuite pénale n'est engagée contre lui. Muriel met ainsi fin à plusieurs années d'enfer, mais le cauchemar continue. Détruite par ses multiples viols, à l'adolescence, la jeune femme sombre dans la dépression et se réfugie dans la boulimie et l'anorexie. Aujourd'hui, après de longues heures passées chez le psychiatre, Muriel n'existe plus. Elle se fait désormais appeler Katia et milite contre l'inceste et la pédophilie, afin que ce qu'elle a vécu ne puisse pas arriver à d'autres enfants. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Muriel, vous l'avez compris, qui a changé de prénom puisqu'elle s'appelle désormais Katia pour oublier, pour tirer un trait sur ce passé terrifiant. Elle va nous expliquer dans un instant pourquoi ce changement. Bonjour Katia. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est une histoire terrifiante qu'on vient de raconter, à peine audible, j'ai envie de dire, parce que on a essayé de la raconter en enlevant des détails encore plus sordides. Parce qu'il y a des détails encore plus sordides dans le livre que vous avez écrit, dans votre histoire que vous racontez. Vous vous souvenez de la première fois ? Oh oui, très bien. Je me souviens d'autant mieux, c'est qu'on venait d'emménager dans cette maison après des années de bonheur que j'avais vécues avec mes grands-parents paternels, puisque je n'ai pas été élevée par mes parents. Et là, ils venaient d'acheter une très grande maison. Et dans cette très grande maison, il y avait un très grand parc. Et une deuxième petite maison où on avait fait loger, en fait, le Pépé Henry et sa femme. Je ne peux pas les appeler autrement. Bien sûr, mais on va l'appeler comme ça, on va l'appeler Pépé Henry. C'est plus simple pour moi. Et là, si vous voulez, un jour, j'errais dans la maison. Mon grand-père paternel était en train de décéder d'un cancer du poumon. Donc, en fait, il avait peu de temps pour moi, très peu de temps. Et donc, ma grand-mère, maman, puisque pour moi, c'était ma maman, finalement, bien, elle pouvait plus s'occuper de moi. Donc il a vu ça très bien. C'était déjà un pédocriminel. Il faut voir les choses en face. Il avait été viré de chez sa maîtresse, parce qu'il avait une maîtresse, parce qu'il avait touché sa fille. Donc vous voyez, c'était déjà très malsain, mais on ne le savait pas. Mais personne ne le savait à ce moment-là, non, bien évidemment. On ne le savait pas. Et un jour, il me prend par la main et puis il me dit « Mais tu t'ennuies trop, tu vas voir, avec moi tu vas être bien, on va aller dans le parc derrière, on va visiter, je vais te faire visiter le parc, tu ne le connais pas encore. » Vous savez, quand on a 9 ans, qu'on est isolé, que personne ne s'occupe de vous, bah finalement vous êtes une proie facile.
Et j'étais la proie facile. Et puis c'est votre grand-père. Enfin, vous n'avez aucune raison de ne pas lui faire confiance. Et puis je vais vous dire quelque chose qui peut paraître terrible aujourd'hui, mais moi je voyais un vieillard. Les hommes d'autrefois, les grands-parents d'autrefois paraissaient très vieux et on avait l'impression que finalement on pouvait leur faire confiance. Pourquoi pas leur faire confiance? Il n'y avait pas de raison. Moi j'avais été tellement câlinée par mon grand-père paternel, pourquoi? Voilà. Alors c'était pas vraiment un grand-père, je connaissais pas. Mais bon, je vais avec lui. Et là, écoutez, il m'a éloigné de la maison, il m'a éloigné de l'autre petite maison, on est allé tout au bout, et là, il y a des grands arbres, et il a commencé à me dire qu'il avait d'autres sentiments que ceux d'un grand-père, et qu'il allait m'expliquer, et c'est là où il a commencé à me dire qu'il m'aimait, et que j'allais devenir sa petite maîtresse. Et là, il a eu des attouchements sur vous? Ce jour-là, il m'a déshabillée. On va dire qu'il a commencé à me faire comprendre que je représentais pas une petite fille pour lui, mais vraiment autre chose. Mais moi, je comprenais pas du tout, parce que là, ça s'est limité, vous voyez, à ça, à quelques caresses, enfin. Ça vous a surpris? Ça vous a choqué? J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? J'ai pas compris. Mais comme ça s'est arrêté à ça, ça m'a pas plu, mais disons que, voilà, j'ai franchement rien compris. Quand vous rentrez, vous n'en parlez pas? À qui? Je ne pouvais pas. Ma mère biologique n'est pas une mère. C'est tout ce qu'on veut sauf une mère. C'est une marâtre. Elle est toujours vivante. Hein, donc, vous voyez, je peux même pas l'approcher. Je la supporte plus. C'est pas possible. Donc, je ne l'aime pas. Mais ma maman, ne s'occupait que de mon pauvre Péli, donc mon grand-père paternel, qui était en train vraiment de mourir. Donc, en fait, vous voyez, la personne qui aurait pu venir en aide. Me venir en aide, elle n'était pas disponible. Ça, donc je suis toute seule. Vous êtes toute seule, c'est le premier jour. C'est la première fois. Ça aurait pu s'arrêter là, mais hélas, non. Ça va aller plus loin. Ah, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, puisqu'après, si vous voulez, je vais être amenée à retourner dans ce parc, au fond de ce parc de nombreuses fois. Et là, si vous voulez, il va me violer. C'est même pas des attouchements, là on est carrément dans le viol. Et quand je parle de viol avec violence. Ce que je décris dans mon livre, parce que je l'ai écrit pour choquer les parents. Je veux que des parents se rendent compte ce qu'un enfant peut subir et se taire. Non seulement il me viole, mais il me sodomise. Enfin, vraiment, je vis la vie à 9 ans, entre 9 et 11 ans, je vis la vie d'une femme, pas d'une enfant. Et d'une femme soumise, parce que je ne me révolte pas. Je pense vraiment que si c'est comme ça, c'est mon destin, quoi. J'ai pas de chance, j'ai pas été élevée normalement. Mais vous comprenez que c'est mal, si je puis dire, en employant des mots qu'on peut se dire à 9 ans. Vous comprenez que c'est mal, ce qu'il fait? Alors, non seulement je le comprends, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, je lui dis, je le regarde, je lui dis, eh bien, écoute, moi, de toute façon, ça n'ira pas plus loin, je vais me suicider. Je l'aurais fait. Vraiment, je l'aurais fait. Et c'est à ce moment-là qu'il va lâcher les chevaux en me disant « Oh, mais non, tu ne te suicideras pas. Parce que si tu fais quoi que ce soit contre toi, je tue ceux qui t'ont élevé, donc ceux que tu aimes. » Et à partir de ce moment-là, je ne peux plus rien faire. J'ai peur. Quand vous avez 9 ans, quand il vous viole à plusieurs reprises, c'est régulier? Ah oui. Ah oui. C'est très régulier. C'est à chaque fois, il prétend toujours que j'ai besoin d'aller me promener dans le parc. Mais ça veut dire plusieurs fois par semaine? Ah tous les jours. Tous les jours quand ils sont là. Tous les jours. Et puis après, il trouve une autre chose. Il trouve le moyen de dire à mes parents que je suis très fatiguée et qu'il faut que je parte en vacances dans le Lot, limite Lot-Corrèze, là où mon oncle a une maison. Et où j'ai ma cousine, que je ne connais pas, je ne connaissais pas ma famille. Et je découvre que j'ai un oncle, une tante adorable d'ailleurs. J'ai une petite cousine qui a 1 an de moins que moi. Et là, imaginez-vous, il est en vacances évidemment dans cette maison avec sa femme. Ils ont des chambres séparées, ce qui fait qu'il a toute sa liberté. Et il m'emmène. Et il m'emmène régulièrement, soi-disant, on va chercher un lapin, il invente tout ce qu'on veut, quoi. Et vraiment, à chaque fois, il me viole. Et personne n'a de doute? Alors, mon destin aurait pu changer. Un jour, j'en peux vraiment plus, et je décide de parler à ma grand-mère. Elle, je peux pas. Je me dis, là, je vais pas y arriver. Mais ma tante est une femme adorable. Vraiment, la maman que toutes les petites filles auraient rêvé d'avoir, en fait.
Et un jour, je suis seule avec elle. Et j'ai pas pu descendre à la piscine, enfin c'était même pas la piscine, c'était à la Dordogne avec ma cousine, parce que j'ai le corps recouvert d'échymose, vous voyez, parce qu'il me frappe aussi. Et donc à ce moment-là, je suis obligée de mentir. Je raconte que je suis malade, qu'il faut que je reste à la maison, que je suis grippée et tout. Je peux pas me mettre en maillot de bain, on aurait vu. Et ça, je peux pas me permettre que l'on voit, puisqu'il irait toucher mes grands-parents. Ouais. Donc j'ai peur. Et là, je suis avec ma tante. Et ce jour-là, je me dis, elle est gentille, donc... et si je lui disais? Et si je lui racontais? Mais j'ose pas dire que c'est moi, comme beaucoup d'enfants, hein, dans ces cas-là. Alors je dis que c'est une copine, voilà, voilà. C'est une petite copine qui a ça, et je commence à lui expliquer. Oh, elle a littéralement bondi, elle m'a dit, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Cette fille-là, elle est malsaine, ta petite copine, oh là là, mais quelle horreur, elle raconte des histoires, jamais, jamais un grand-père ne ferait ça à sa petite fille. Ben voilà. Et vous n'avez plus jamais rien dit? Non. À partir de ce moment-là, le secret s'est installé. Puis alors là, j'avais droit à des choses incroyables, parce que, imaginez-vous, j'avais une jolie voix, donc je chantais à l'église de ce village. Et le 15 août, je devais interpréter l'Ave Maria. Le 15 août. Le 15 août, dans la journée, il me viole à multiples reprises. Tout le monde est déjà parti pour l'église. Moi, je suis obligée de me changer, de mettre une robe blanche. Et je reverrai toujours, si vous voulez, c'est une scène que je ne peux pas oublier, qui me marque encore aujourd'hui. Cette aberration mentale. Je viens d'être violée, j'ai 10 ans. Et je vais chanter l'Ave Maria devant des catholiques en extase. Et là, je tremble. J'ai la voix qui tremble. Et je chante, ma voix a une fêlure, en fait. Et c'est dur, vous savez, vous sortez de ça, et tout le monde va me dire à ce moment-là, oh là là, quelle émotion tu avais. Oh ma petite fille, qu'est-ce que tu es belle, un petit ange, tu es si croyante. Croyante. Mais je les haïssais. J'avais envie de tuer tout le monde, en fait. Vous savez, j'aurais été armée, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est la pire chose que j'ai vécue. Je vais vous dire, la prostitution à côté, c'est terrible. Mais c'est rien que cette image qui me poursuit. Cet enfant en blanc dans une église qui chante l'Ave Maria. La pureté alors que vous venez d'être violée à plusieurs reprises le matin même. Vous avez parlé là, vous venez d'évoquer la prostitution, parce que ça va aller plus loin ensuite. Il va vous prostituer dans les chambres d'hôtel? Voilà, c'est ça. Alors si vous voulez, il invente. Alors il invente et il dit à ma mère, oh ben, la première fois, je me rappelle très bien, il dit à ma mère biologique, donc il lui dit, oh ben écoute, je vais l'emmener voir Peter Pan. Alors moi, j'avais entendu parler de Peter Pan, vous pensez au cinéma, génial, j'étais contente, j'allais voir Peter Pan. C'est pas Peter Pan que j'ai vu. C'est un hôtel borgne, de banlieue, où je me rappelle toujours une scène que j'ai revue après dans de nombreux films. Vous savez, vous arrivez, il y a un type panette à l'entrée et qui tend des serviettes. Oui, mais ça, c'est les choses de la prostitution d'adulte. Moi, j'ai 9 ans et demi, 10 ans, je vois ça, je comprends rien du tout. Je sais pas ce qui va m'arriver. Ça veut dire que, juste, quand même, il y a ce monsieur à l'entrée qui vous voit rentrer, qui voit bien que vous avez 9 ans quand même. Qui sait parfaitement qu'on va me violer. Et que je vais, parce qu'une fille de 9 ans, c'est pas pareil qu'une fille qui a 17 ou 18 ans. Puis vous savez, j'étais vraiment une petite fille avec des cheveux longs bouclés. Enfin, j'avais rien à voir avec une petite fille qui a l'air sûre d'elle. Hein. Je tremblais, j'étais comme ça. Donc c'était évidemment très visible. Et là, il vous emmène dans la chambre? Alors là, quand on arrive dans la chambre, d'abord il me viole. Et puis après, lui-même. Et puis après, on frappe à la porte. Il va ouvrir et il y a... Alors c'était 2 ou 3 personnes, en fonction des fois. Voilà. Mais c'était plus que... Si vous voulez, ça se passait à plusieurs. C'était des réunions. Puisque lui participait à ce moment-là, et avec les personnes qui étaient là. En fait, j'étais leur jouet sexuel. Pendant... Voilà. Ça durait quelquefois, je me rends pas très bien compte, 1 heure, 2 heures. Vous savez, ça paraît... Le temps n'a plus d'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la petite fille que vous êtes dans ces moments-là? Je vais vous surprendre, je comptais. Je comptais. Vous comptiez quoi? Je comptais. 1, 2, 3. Simplement un décompte. Ouais. C'était mon moyen à moi d'arriver à subir. Donc je comptais. Alors je comptais. Alors je peux vous dire qu'une fois, ça avait fait 340 fois, par exemple, je me rappelle encore. Les autres, je ne sais pas. Mais le plus horrible, c'était pas ça pour moi. Le plus horrible, c'était qu'on m'urinait dessus, que cet hôtel
aussi borgne soit-il, avait une douche. Et que l'on m'interdisait d'aller prendre ma douche pour que je ramène l'odeur avec moi. Je ne sais pas si vous imaginez l'horreur que ça peut représenter. Alors, c'est pourquoi le viol, pourquoi ce comportement, mais en plus, pourquoi l'humiliation à ce point-là? Ce sont des pervers, ces gens-là, vous savez. Ce sont des pervers. On pousse le vice jusqu'à l'humiliation, Ils étaient heureux de me voir dans un état épouvantable. C'est des pervers. Ce sont des pervers. Et si vous voulez, après, moi, je rêvais de cette douche, en fait. Je la regardais, cette douche, je voulais y aller. Ah ben non, c'était pas possible. Je devais me rhabiller comme ça, ramener l'odeur sur moi. Et là, je fonçais dans la salle de bain, je fermais ma porte à double clé et je restais pendant, je sais pas combien de temps, dans mon bain. Ça va vous faire sourire. Je suis incapable de prendre un bain aujourd'hui. Je déteste ces baignoires. Ça me ramène à cette horreur. Je ne prends que des douches. Vous y repensez aujourd'hui, parfois? Oui, alors c'est très curieux. Je ne peux pas dire que ça me hante, mais j'ai un problème avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, tout le monde a des séquelles. Il faut bien se mettre ça en tête. Tous les enfants vont garder des séquelles à vie. Moi, la mienne, elle diffère des autres. Moi, la mienne, c'est que lorsque je ne vais pas bien, c'est-à-dire lorsqu'on m'a fait mal, lorsque je commence à souffrir, mon cerveau fait comme une sorte de pause bizarre et me ramène à des années bonheur. Alors, soit j'ai 8 ans, et d'un seul coup, je me mets à parler comme une enfant de 8 ans, avec les mimiques d'une enfant de 8 ans. Vous imaginez pour l'entourage comment ça peut être traumatisant. Et là, eh bien, je me repose, en fait. Alors, ça peut durer quelques heures, comme ça peut durer, une fois, ça a duré 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'avais 8 ans, alors que j'en avais 35 ou 36. Pascal Neveu, psychanalyste, l'histoire est terrible. Et comment une enfant survit face à ça? On est dans l'abject, on est dans l'innommable et au-delà de la perversion, on est face à des gens qui sont de véritables bourreaux et qui sont prêts à jouir de tout et n'importe quoi. Pardon pour la comparaison, un peu comme les nazis le faisaient également avec les juifs, etc. Enfin, c'est absolument sordide. Le problème, c'est qu'effectivement, vous vivez à ce moment-là, comme toute victime, ce qu'on appelle une dissociation. Donc, il y a une séparation du corps et de l'esprit. Il y a des phénomènes régressifs qui se mettent en place à certains moments, qui viennent contribuer à ce que nous, on appelle une abréaction. L'abréaction, c'est on revit à un moment donné une émotion qu'on n'a pas encore, dont on ne s'est pas encore libéré, et qui fait que vous allez régresser totalement et reprendre, on l'a avec des patients de temps en temps, qui n'ont pas forcément vécu de tels traumatismes, mais qui reprennent la voix du petit enfant parce que on s'est pas libéré de ce qu'on ne maîtrisait pas, parce qu'on n'avait pas la maturité intellectuelle, parce que le corps et l'esprit appartenaient à l'autre. Le pervers, il jouit du fait que il est venu contaminer votre cerveau et que vous êtes finalement une poupée avec lesquelles eh bien ils vont tous jouir. Et ils sont tous responsables. Il y a des réseaux criminels pédophiles qui sont absolument tels que vous les avez décrits. Ils sont complices. Bien sûr. Tous ces gens sont décédés aujourd'hui? Alors, au niveau des grands-parents, oui, il n'y en a plus. Ses amis à lui, quand j'ai pu enfin parler, franchement, ils ont disparu de ma vie. Je ne les ai jamais revus. Je n'ai jamais pu repasser par le quartier où ça se passait, parce que ça, c'est pas possible. Je peux même pas l'approcher, ce quartier-là. Mais je sais qu'il existe toujours. Par contre, j'ai eu la curiosité de voir si cet hôtel était toujours là. Ben oui, il est toujours là. Mais moi, j'y suis pas retournée. Mais quand ça s'arrête, vous savez, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, moi, ça s'est arrêté parce que mon grand-père paternel est décédé. Et là, à ce moment-là, la petite fille que j'étais, tout a craqué. Les vannes se sont ouvertes, en fait. Et une nuit, à 5h du matin, j'arrivais toujours pas à dormir. Je partageais ma chambre avec maman et je l'ai réveillée. Et vous savez, c'est comme un torrent à ce moment-là. On peut pas imaginer, mais j'ai tout dit. La pauvre, mais comment je l'ai pas tuée ce jour-là? Quand j'y repense, je lui ai tout dit. Et elle était folle, vraiment folle. Elle me disait, mais elle m'a jamais mise en doute. Elle n'a pas fait comme ma tante. J'allais vous dire, elle vous a cru tout de suite? Tout de suite. Je ne mentais jamais. J'étais une petite fille qui ne mentait pas. Donc, non seulement elle m'a cru, mais immédiatement, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, va te coucher, c'est fini. Je me rappelle encore de ces mots. Ne t'inquiète pas, c'était ça. Ne t'inquiète pas, c'est fini. Vous l'avez cru? Oui. Ah oui, je croyais, maman, voilà. Maman ne m'a jamais menti, c'était un ange. Et donc, si vous voulez, elle a attendu que mon père se réveille. C'était le premier qui se levait dans la maison avec elle. Et elle lui a raconté. Et à partir de ce moment-là, et c'est là où je vais atteindre un point très sensible, où je veux sensibiliser les gens, vraiment, parce que ça, c'est très grave. Mon père m'a emmenée, il m'a réveillée,
il m'a fait habiller et il m'a emmené chez notre médecin de famille. Bon, ce médecin de famille, ça je vous le jure, il savait ce que je subissais. Parce que quand j'étais malade, et j'étais souvent malade, il voyait les plaies sur mon corps, les ecchymoses, etc. C'est pas possible. Il ne vous disait rien? Il ne vous posait pas de questions? Jamais. Et là, quand on est arrivé, papa lui a immédiatement demandé de m'ausculter, mais pas que le corps, de m'ausculter au niveau sexuel. Cet homme a vu, parce que vous savez, ça laisse des cicatrices, bien sûr. 9 ans. Ben oui. Et imaginez-vous que quand il est revenu, qu'il a dû dire à papa ce qu'il avait vu sur mon corps, ça a été un moment épouvantable. Mais le moment épouvantable, pour moi, ça a plutôt été après. Parce que là, je m'étais dit, ça y est, on me croit, je vais te sauver. Le médecin a fait un rapport ou comme ça. Je me suis dit, ça y est, quoi. Je vais être reconnue. Vous savez, je me suis jamais victimisée, moi. Je suis pas une victime. Je suis quelqu'un qui a souffert. Mais la victime, c'est quelqu'un qui ne s'en sort pas. Moi, je m'en sortais par les études. Mais ça a été après. Mais quand il a dit à mon père, tout ça, c'est vrai. Elle a rien raconté. Hein. Elle est couverte de cicatrices. On voit. Bon. Mon père en parle à ma mère. Et là, ma mère rentre dans le déni immédiat. Vous vous rendez compte, son père, à l'époque, c'était la haute bourgeoisie, était professeur, avait été officier dans l'armée française. Et ce père aurait été un monstre qui aurait violé sa petite fille. On ne peut pas croire ça. Donc ça arrange ma mère de dire, c'est pas possible, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. Et à partir de ce moment-là, elle fait un chantage épouvantable à mon père en lui disant, si tu fais quelque chose, parce que papa voulait aller à la police, si tu fais quelque chose, ben je te quitte. Mon père était amoureux de ma mère. On précise que, encore une fois, quand vous parlez de votre maman, c'est pas votre maman biologique. Hein. Ah non, ben vous m'entendrez. On le précise. Non, mais justement, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent bien ce point. Maître Florence Rau, quand on entend des affaires comme ça, on reste un peu sans voix. Ah oui, absolument. Et on reste d'autant plus sans voix que de toute façon, c'est l'impasse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire puisqu'il y a un délai de prescription, bien sûr, pour les infractions sexuelles sur les mineurs qui est de 20 ans après la majorité. Donc on a jusqu'à l'âge de 38 ans pour déposer plainte. Et là, rien n'a pu se faire, bien sûr, on le comprend, puisque personne n'a voulu porter votre parole. Et c'est infiniment dommage que votre père ait cédé au chantage de votre mère. Il y a une succession, on voit dans le récit de Katia qu'il y a quand même une succession de circonstances malheureuses qui vous empêchent. On comprend aussi que quand vous en parlez devant cette femme qui vous dit mais non, c'est pas possible, en fait ta copine c'est une menteuse. C'est ça. C'est vraiment un parcours terrible. Ben oui, parce qu'à chaque fois en fait que j'aurais pu me sauver, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas parce que ma tante, elle peut pas. Ça marche pas parce que papa, il aurait bien voulu, mais il veut pas perdre sa femme. Donc ça marche pas. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je me suis plongée dans les études. Voilà. Mais j'ai le sentiment, quand je vous écoute, Katia, que... Alors, je sais pas si le mot va vous choquer ou pas, mais j'ai l'impression que vous êtes une survivante, en fait. Ah oui, je suis une survivante. Je suis une survivante. Et vous l'avez dit en introduction... Pourquoi je m'appelle plus Muriel? Mais parce qu'un jour, Katia a tué Muriel. Parce que j'ai rencontré un psychiatre absolument fabuleux qui m'a amené à comprendre que Muriel n'était pas moi. Muriel, c'est celle qui a subi. Katia, c'est la battante. Katia, elle fait ses études. Katia, elle va devenir journaliste. Elle a même, j'aurais pu être avocate, j'ai renoncé parce que je voulais défendre que les gentils, pas les mauvais. Donc voilà, j'ai abandonné. J'ai fait des études de psychologie. En fait, si vous voulez, je me suis noyée dans tout ce qui pouvait m'apporter quelque chose pour me construire moi. C'est-à-dire construire Katia. Muriel, j'en veux pas. Muriel est morte. Muriel est morte. Parfois, elle revient. C'est ça qui est terrible. Elle revient lorsque j'ai des amnésies. Lorsqu'on me touche profondément, parce qu'on réveille un passé douloureux, ou parce que mes enfants, parce que là il y a un gros problème, parce que mes enfants, parce que j'ai fait souffrir mes enfants, sans le vouloir. Parce que si vous voulez, j'ai élevé 4 enfants, j'en ai 2 de mon sang, mais j'en ai élevé 4, pour moi ce sont mes 4 enfants. Et mon fils
mon fils aîné, qui est avocat, m'a fait découvrir quelque chose dans un débat que j'ai organisé récemment et où je lui ai donné la parole. Il m'a fait découvrir qu'en fait, sans le vouloir, je leur faisais mal parce que je n'étais pas une maman comme les autres. Parce que lorsque je partais en amnésie, ils étaient confrontés à mes moments d'errance, où j'avais 8 ans, où j'en avais 30, vous voyez. Et mes enfants, moi je ne me rendais pas compte, je les adorais mes enfants, mais mes enfants ont dû supporter ce poids-là. Et en fait, quand ils ont grandi, les uns après les autres, ils ont quitté le foyer. Et ils m'ont abandonnée. Jusqu'à la dernière, qui est partie il y a 19 ans, la fille que j'ai en commun avec mon mari, qui est un homme fantastique, qui m'a tout donné, tout apporté. Et en même temps, comment se sortir indemne d'une histoire comme ça? Forcément, vous avez des cicatrices? Oh, j'en ai de multiples. J'ai une extrême fragilité que je ne montre jamais. Ouais. Quelqu'un qui ne me connaît pas, pour eux, pour tous mes amis, je suis Katia la forte, celle qui emmène tout le monde, celle qui a organisé des émissions à la télévision, celle qui... Voilà, je suis Katia la forte. Mais derrière, il y a toujours cette porte qui peut s'entrouvrir. Et là, j'ai toujours peur de cette porte-là. J'ai toujours peur, vous savez, cette extrême sensibilité qui va d'un seul coup me porter en dehors de moi et me faire craquer. Et là, je pars en amnésie. Et l'amnésie n'est pas contrôlable chez moi. En tout cas, merci d'avoir entrouvert cette porte. Ben, si ça peut aider les parents et les enfants en souffrance, moi je le fais pour ça. J'ai pas écrit ce livre-là pour moi. Moi, j'en ai pas besoin. Et justement, vous avez raconté votre histoire dans un livre intitulé Des larmes dans les yeux et un monstre par la main. C'est un livre qui est paru aux éditions Maya. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Jean-Marc. On passe au journal des faits divers et on va commencer avec une information qui nous est parvenue dans la matinée. C'est une escorte pénitentiaire qui a été attaquée aujourd'hui, ce matin vers 8h30 lors du transfert d'un prisonnier. Ça s'est passé à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. L'attaque a fait un blessé léger, a été menée par un commando lourdement armé et elle a permis l'évasion d'un criminel incarcéré depuis septembre 2017 pour vol à main armée, pour vol aggravé, pour association de malfaiteurs. Reportage sur place avec les toutes dernières images. Plusieurs rues autour du palais de justice de Tarascon étaient bloquées ce matin après l'évasion d'un détenu, un braqueur récidiviste considéré comme dangereux. L'évasion a été réalisée grâce à une embuscade tendue par plusieurs hommes armés qui ont attaqué cette fourgonnette de l'administration pénitentiaire, à bord de laquelle se trouvait le détenu. Selon le procureur, les images de vidéosurveillance témoignent de la violence de l'attaque. Très déterminé, qui n'hésite pas à frapper les surveillants, notamment le surveillant en position piéton, et surtout qui n'hésite pas, pour l'un d'entre eux, alors que la voiture démarre pour prendre la fuite, qui n'hésite pas à poursuivre ce véhicule et à donc tirer à de très nombreuses reprises des coups de feu qui vont atteindre l'arrière du véhicule, mais également, pour l'un de ces projectiles, le pare-brise avant du véhicule. Le commando était manifestement bien renseigné. Le braqueur avait été extrait ce matin de la prison de Béziers pour être présenté à un juge d'instruction au palais de justice de Tarascon. C'est au moment où la fourgonnette s'est présentée devant le portail fermé du palais de justice que l'attaque a eu lieu. Le détenu n'était amené que par 3 gardiens sans escorte supplémentaire. Il n'en était pourtant pas à sa première tentative d'évasion. Voilà, et à noter que la police judiciaire de Tarascon a été saisie de l'enquête. On revient maintenant sur la disparition de Tiphaine Véron au Japon en juillet 2018, une affaire dont on vous a souvent parlé dans cette émission. Eh bien, interrogée par nos confrères de RTL, la famille de Tiphaine a fait part de son agacement face à ce qu'elle appelle la lenteur de la police au Japon et s'est dit persuadée qu'elle était encore en vie, Mathieu Jabot. 6 mois après la disparition de Tiphaine Véron dans la ville de Nikko au Japon, l'enquête est toujours au point mort, malgré les recherches et les nombreuses tentatives de sa famille pour tenter de la retrouver. Dans un nouveau témoignage accordé à RTL, Sybille, sa sœur, a expliqué que selon elle, il était évident que Tiphaine était en vie quelque part et qu'il fallait se dépêcher de la sauver. Oui, alors pour être très clair dans cette affaire, sa famille pense que Tiphaine a probablement été enlevée. Un sentiment que d'anciens policiers et journalistes d'investigation semblent également partager. Pour tenter de relancer l'enquête qui a été arrêtée localement, la famille Véron a décidé de faire appel à des enquêteurs privés. Une cagnotte en ligne a été ouverte dans le but de financer ces nouvelles recherches. Ce drame maintenant, ce drame à Salles-Adours, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Un couple a été retrouvé mort, égorgé à son domicile vendredi dernier. Et c'est leur fils également blessé qui a donné l'alerte. Ce sont les gendarmes qui ont pu constater la présence des 2 corps en pleine nuit
après avoir été appelé vers 1h du matin par une voisine. Sur place, les gendarmes se sont aperçus que les 2 chiens de ce couple de septuagénaires avaient également été tués au couteau. Quant à la voisine, elle avait elle-même été prévenue par le fils des 2 victimes qui était également blessé et couvert de sang. L'homme âgé de 43 ans et qui aurait des antécédents psychiatriques était apparemment présent au moment des faits. Regardez. Toute la journée, les enquêteurs ont relevé indices, traces et échantillons pour connaître les circonstances de ce double meurtre. Les 2 victimes, un couple de septuagénaires, partageaient cette bâtisse située juste au bord de la route de Bagnères de Bigorre avec leur fils, âgé de 43 ans. En pleine nuit, vers 1h du matin, c'est lui qui se rend chez une voisine, blessé à la main, les vêtements tachés de sang. La voisine alerte les secours. Les gendarmes découvrent alors les 2 cadavres. Pour le mode opératoire, il faut mieux attendre l'autopsie, mais d'ores et déjà, il semble avoir été victime par arme blanche, sans pouvoir donner plus de précision. D'accord. Sur le fils, est-ce qu'il était connu pour avoir des antécédents psychiatriques ou psychologiques difficiles ? Alors, les tout premiers éléments laissent penser que oui, mais évidemment, ça va faire l'objet de vérification dans le cadre de l'enquête. En raison de sa blessure à la main, le fils n'a pour l'instant pas été entendu. Les enquêteurs attendent le feu vert des médecins pour l'interroger, donner sa version des faits et connaître aussi son parcours, les soins, les traitements qu'il a pu suivre. Voilà, une enquête est en cours, vous l'avez entendu, elle devrait se concentrer sur le fils des 2 victimes, Mathieu. Car, faute de témoins, il est pour le moment la seule personne capable d'apporter des informations sur les circonstances du drame et sur son propre rôle au moment des faits. L'homme avait été transporté à l'hôpital pour être soigné. Il devrait être entendu rapidement par les gendarmes. On poursuit ce journal des faits divers avec une disparition inquiétante à Paris cette fois. C'est un adolescent de 17 ans qui souffre d'autisme qui a disparu mercredi et il n'a plus donné signe de vie. Jean-Noah a disparu mercredi soir vers 19h20 après avoir quitté le domicile de ses parents dans le 13e arrondissement. Selon la préfecture, le jeune homme de 17 ans diagnostiqué autiste aurait de grandes difficultés à communiquer. Il serait actuellement en rupture de traitement, ce qui entraînerait chez lui des difficultés pour s'alimenter. La direction de la police judiciaire de Paris a ouvert une enquête. On poursuit ce journal des faits divers avec la mise en examen d'un professeur de gymnastique à Nice. L'individu a été déféré la semaine dernière pour des faits d'agression sexuelle sur une dizaine de jeunes athlètes. L'homme âgé d'une 50aine d'années était entraîneur de gymnastique au club omnisport Cavigal de Nice. Au total, une dizaine de plaintes pour agression sexuelle, mais également pour harcèlement et violence ont été déposées contre lui par des athlètes, dont certains mineurs de moins de 15 ans. Des faits qui auraient débuté il y a plusieurs années et qui se produisaient lors de déplacements. Une enquête devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de ces agressions, comme l'a précisé le procureur de la République. Regardez. Ce sont des faits à caractère sexuel qui peuvent se traduire soit par des gestes, par des attouchements, mais aussi par des paroles, par des comportements, par des violences. Est-ce que ce sont des faits anciens et qui se sont beaucoup répétés ? Alors, ce sont des faits dont les tout derniers sont très récents, qui à l'évidence s'inscrivent dans une continuité, et ça va être certainement une bonne partie de l'objet de l'enquête qui va se dérouler maintenant que de balayer, si je puis me permettre, l'ensemble des périodes de travail de cette personne. Y a-t-il beaucoup de plaignantes et quelles sont-elles ? Actuellement, ce sont des familles de très jeunes filles, puisque ce sont de jeunes athlètes qui sont à l'entraînement. Il y en a entre 5 et 10 actuellement pour lesquels des faits de cette nature ont fait l'objet de leur plainte. On peut imaginer qu'il y ait d'autres victimes et qu'il y ait d'autres faits. Merci Mathieu, et on vous retrouve ce soir en direct dans notre grande émission spéciale à partir de 21h à l'occasion de la 100e de Crimes et Faits divers avec des témoignages exceptionnels en plateau à ne pas manquer. Donc on compte sur vous ce soir 21h en direct sur Énergie 12. Mais pour l'instant dans Crimes et Faits divers la quotidienne, je vais vous raconter comment un crime odieux a bouleversé à tout jamais la vie d'une famille et de tout un village du pays de Montbéliard. En janvier 2012, Maxime, 14 ans, disparaît et le lendemain matin, son corps est retrouvé carbonisé et lardé de coups de couteau à l'entrée d'un petit chemin forestier. Mais alors, qui a bien pu s'en prendre avec une telle violence au jeune garçon ? Comble de l'horreur, il semblerait que l'auteur du meurtre ne soit autre que Jérémy, un ami de Maxime, âgé de seulement 17 ans. Il aurait consulté des pages internet pour savoir comment commettre le crime parfait et sa seule motivation aurait été de récupérer la moto de Maxime, un mobile bien maigre au vu de la violence du crime. On fait une courte pause et on se retrouve juste après en direct avec nos reportages et nos invités. À tout de suite sur Énergie 12.